Le ballast, tout le monde le connaît ou pense le connaître, car depuis toujours, il fait partie du paysage ferroviaire. Depuis l'origine du chemin de fer et à toutes les époques, il a fait l'objet de toutes les attentions. Manuel d'abord, puis mécanique ensuite, avec l'invention de techniques nouvelles de maintenance. Mais avec l'avènement de la grande vitesse et la construction des lignes nouvelles, le ballast a dû répondre à plusieurs exigences. En révélant d'autres propriétés, il a su s'adapter aux caractéristiques de la voie moderne. Les qualités mécaniques du ballast sont apparues très rapidement, dès le siècle précédent. Donc, il apparaissait les trois fonctions essentielles qui étaient d'abord, bien sûr, d'être drainant, ensuite de supporter la voie et, le troisième point, d'amortir les vibrations. À ces trois premières fonctions qui se sont bien sûr révélées importantes pour la suite de l'histoire de la voie, s'est ajoutée une quatrième. Indispensable. Cette fonction est le rôle d'ancrage que joue le ballast pour éviter toute déformation de la voie moderne constituée de longs rails soudés. À ces fonctions essentielles, s'en ajoute une cinquième, récemment reconnue et très appréciable. Elle concerne la protection de l'environnement par l'absorption du bruit. Enfin, gage de bons résultats et de coûts modérés, le ballast par sa résistance à l'effort autorise un entretien mécanique de la géométrie de la voie par bourrage lourd. Mais pendant plus de 15 ans, les conditions d'exploitation commerciale et les rigueurs de l'entretien mécanisé ont soumis les éléments constitutifs de la voie à des contraintes majeures. Aujourd'hui, le ballast est entré dans une phase de dégradation irréversible. Le ballast qui a été mis en œuvre en 1981 était tout à fait conforme aux règles de l'époque, mais sans recherche particulière de qualité. Et il s'est avéré, à l'usage de la grande vitesse et des sollicitations qui étaient ainsi générées, que des phénomènes, notamment d'attrition, sont apparus assez rapidement. Cette usure du ballast a produit bien sûr un certain nombre de fines particules qui ont colmaté la couche inférieure de ce ballast. Par ailleurs, ce matériau n'ayant pas toujours une dureté suffisante, s'est fragmenté sous les nombreux bourrages et sous l'effet des charges dynamiques, si bien qu'on a eu le double effet d'une pollution du ballast et d'une fragmentation de ce matériau. Et c'est la combinaison de ces deux éléments qui a produit ce type de matériau relativement actuellement impropre à un bourrage, un bon bourrage et une bonne tenue du nivellement. C'est un petit peu ce cycle infernal qu'il a fallu arrêter. Et c'est pour cela qu'en 1996, la maintenance de la première ligne à grande vitesse française est entrée dans une campagne de rénovation. Une opération réalisée sur 220 km et engagée pour une période d'au moins 6 ans selon une organisation bien établie.
Des mesures qui se devaient, avec près de 200 TGV par jour en conciliant efficacité et rendement, de privilégier la priorité commerciale. Avec côté chantier une interception de voies entre 21h et 7h doublée en milieu de nuit d'un intervalle simultané de 4 heures. Et côté circulation avec un ralentissement après travaux à 120 km/h qui limite à 4 minutes l'impact commercial. Pour réduire le temps de parcours, d'installation et de repli du chantier, des bases travaux sont créées et aménagées le long de la ligne à grande vitesse. Pour la campagne 96, les bases de Passilly et de la cour d'Arcenay ont accueilli l'ensemble des trains de travaux. C'est de ces bases, au début de chaque interception de voie, que sont engagés les engins sur la zone de chantier. Pour les campagnes futures, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, d'autres sites seront créés. C'est ici, pendant le jour, que la chronologie du travail de la nuit qui va suivre se met en place avec l'entretien des engins, les vérifications de sécurité et la préparation des trains. L'ensemble du matériel roulant est conforme aux exigences et à la réglementation des lignes à grande vitesse. Il est équipé de la signalisation embarquée, de la radio sol-train, et développe une puissance capable de répondre aux effets d'un profil topographique difficile. Comme les pièces d'un puzzle, 30 engins de traction SNCF, locotracteurs d'entreprise, dégarnisseuses et wagons autodéchargeurs appelés VAD se préparent quotidiennement à répondre aux prévisions de planning et de rendement. Un balai animé par 350 agents de la SNCF de toutes fonctions et par 160 techniciens d'entreprise au service des 80 km de voies traitées au cours de chaque campagne annuelle. Répétée chaque nuit. La mise en place de la chaîne de dégarnissage prélude à l'arrivée sur le chantier de la suite mécanisée de renouvellement. On va mettre en place la machine. La rapidité d'exécution de cette opération constitue un crédit de temps de travail qui permettra à la dégarnisseuse de réaliser en une nuit un rendement supérieur à 700 mètres. Avec ses 576 mètres de longueur, le train de dégarnissage composé d'une dégarnisseuse et de ses wagons trémies autodéchargeurs est tracté par 6 locomotives diesel développant 11 000 chevaux. Une puissance exceptionnelle, imposée par des rampes de 35 pour 1000 similaires à celles des autoroutes. Après la mise en place de son organe essentiel, la dégarnisseuse, sur un front d'attaque de 5,20 mètres, est prête à évacuer en une seule passe les 40 cm de ballast usagé au rythme moyen de 200 mètres à l'heure. Au maximum de son rendement entre 23h et 3h du matin, la dégarnisseuse gère le matériau ainsi prélevé et le dirige vers un crible intégré. 90% du ballast est chargé sur les VAD, 10% est recyclé en voie. Côté voie de circulation et avant l'interception simultanée, la dégarnisseuse, grâce à l'adaptation de son gabarit, progresse sans contrainte particulière. La précision et la qualité du dégarnissage garantissent la remise en œuvre du ballast recyclé et préparent la plateforme à recevoir les 35 cm de ballast neuf. Pendant les rotations des wagons autodéchargeurs et pour assurer la continuité du chantier, le ballast pollué est stocké sur des aires aménagées où il sera repris au cours d'opérations ultérieures.
Après déchargement, le train vague, composé de wagons trémies d'une capacité de 40 mètres cubes, reprend sa place dans la suite de dégarnissage. Après un remplissage automatique, les rotations se succèdent toutes les 10 minutes. C'est ainsi plus de 3000 tonnes de matériaux usagés qui seront évacués chaque nuit. Entre 4 et 7 heures du matin, les phases de finition commencent par un reballastage de la voie. À raison de 4 tonnes par mètre, 3000 tonnes de ballast neuf sont ainsi mises en œuvre par 6 passes successives d'une hauteur de 8 cm. Après un régalage de mise en forme, plusieurs phases de bourrage garantissent la qualité durable d'un nivellement, qui doit permettre une vitesse de reddition à 120 km/h et des raccords de profil très soignés avec la voie non traitée. Un contrôle de la qualité géométrique de la voie de chantier est effectué pendant toute la durée des opérations et validé par des enregistrements informatiques et graphiques. Une stabilisation dynamique, gage de fiabilité et de stabilité pour la voie rénovée, achève toutes les phases de travaux mécanisés. Avant les systématiques vérifications de sécurité pour un chantier qui doit donner toutes les garanties de longévité. L'opération de renouvellement de ballast permettra de régénérer cette voie et il est certain qu'avec les qualités du ballast mis en œuvre aujourd'hui, nous sommes partis pour une durée de vie de ce ballast certainement plus longue que celle de la première mise en œuvre. Et ceci, bien que les charges et les vitesses pratiquées soient certainement en extension. Nous avons aujourd'hui une pose ballastée qui a répondu à toutes les attentes, y compris de la très grande vitesse. Il est donc naturel que nous continuions cette technologie dans son domaine de pertinence. Une pertinence confortée par la qualité des résultats de la campagne 96 et qui prépare la ligne du TGV Sud-Est aux exigences techniques et commerciales de demain. De quoi satisfaire les besoins nés de son ingéniosité, le fer, le bois, la pierre. Du fer, tout d'abord, élaboré dans les marmites du diable, affiné par l'oxygène, coulé, pressé, étiré, laminé, profilé d'acier, base de la voie ferrée, le rail.
Redressé, refroidi, il est aussitôt ausculté. Un sondage à ultrasons remplace ici le stéthoscope du médecin et détecte d'éventuels défauts internes. Déclaré bon pour le service, il supportera durant sa vie un trafic de plus de 350 millions de tonnes sans fatigue notable. L'utilisation du bois comme support des rails est attribuée à Marc Séguin, inventeur de la chaudière tubulaire à vapeur. Il préconisa la substitution de traverses aux dés en maçonnerie ou en fonte, initialement adoptés. Du seul fait de sa position au niveau du sol, la voie constitue un milieu naturellement nuisible à une bonne conservation des matériaux. Pour leur assurer une plus grande longévité, ainsi que pour améliorer la stabilité de la voie, les traverses sont maintenant fabriquées en béton, suivant deux conceptions différentes. En béton armé, constitué de deux blochers reliés par une entretoise en acier. En béton précontraint monolithique. Le béton est comprimé par des fils adhérents préalablement tendus. C'est le retour aux sources. On en revient, amélioré, aux dés de maçonnerie des débuts du chemin de fer. Formes et armatures sont définies, les caractéristiques du béton imposées. Il reste à contrôler la qualité du béton, du ferraillage, la mise en œuvre et le respect des dimensions. Le mariage de la traverse et du rail est assuré par des attaches élastiques. Posé sur une semelle de caoutchouc nervuré, le rail est fortement maintenu par une lame en acier ressort, elle-même boulonnée sur la traverse. Ainsi, le rail qui jouit d'une certaine liberté verticale n'a droit à aucun déplacement longitudinal par rapport à la traverse. Troisième élément de la voie ferrée, le ballast. Né du feu, sorti de terre à l'explosif, compressé par les traverses qu'il supporte, il s'oppose aux déplacements latéraux et longitudinaux de la voie et répartit les charges transmises par les circulations. La voie ferrée reste au fil des ans simple dans son principe et de robuste constitution. L'assemblage des rails par éclisse et boulons constitue un point faible, coûteux en entretien,
source de fatigue pour le matériel roulant et désagréable pour le voyageur. Il n'y a donc que des avantages à les supprimer, mais il a fallu pour cela maîtriser un certain nombre de problèmes techniques. Sortant des aciéries par longueur de 36 mètres, les rails sont assemblés en deux temps. Tout d'abord, en atelier, par soudage électrique. Portés à la température convenable, par effet Joule, les extrémités des rails, pressées avec une force de 40 tonnes, sont soudées par forgeage à chaud. Ébarbée, dressée, meulée, la barre de 300 mètres est chargée sur une rame spéciale qui servira à son transport et à sa mise en place. Ensuite, en pleine voie, par soudure aluminothermique, on réalise des rails de longueur illimitée. En l'absence de joints, ces rails ne peuvent donc ni se dilater ni se raccourcir. Ils sont le siège de contraintes thermiques, de traction par temps froid, de compression en été. Ces contraintes restent cependant dans des limites admissibles si l'on prend la précaution de fixer sur les traverses les longs rails soudés à une température moyenne comprise entre 20 et 32 degrés Celsius. Les conditions atmosphériques étant aléatoires, on s'en affranchit en utilisant des appareils de chauffage. Les longs rails soudés sont immédiatement fixés aux traverses, puis on pose par soudure aluminothermique les joints isolants collés nécessaires au fonctionnement des installations de sécurité. Désormais, la voie constituée de rails de longueur illimitée, fixés sur les traverses, elles-mêmes ancrées dans le ballast, forme un tout rigide et indéformable. Depuis que leurs éléments sont assemblés au rail par soudage ou joints collés, les appareils de voie eux-mêmes ne sont plus une raison de rupture dans la continuité de la voie. Enfin, l'amélioration de leur technologie autorise le franchissement de la branche déviée à des vitesses atteignant 220 km/h. L'utilisation exhaustive des possibilités de la voie ferrée moderne impose en contrepartie une surveillance rigoureuse de ses caractéristiques. Aussi contrôle-t-on périodiquement les défauts des rails aux ultrasons et la géométrie de la voie par enregistrement direct ou magnétique pour traitement ultérieur par calculatrice analogique. Ces opérations permettent de déterminer la dérive irréversible due au vieillissement de la voie et la dérive réversible que l'on peut corriger par la maintenance.
Les machines utilisées, niveleuses et dresseuses, connaissent un perfectionnement constant qui améliore la vitesse de travail tout en fournissant une précision excellente. Lorsque la voie, après de nombreuses années de service, présente les signes d'un vieillissement irrémédiable, on procède à son remplacement complet, rail, traverse et ballast. Les machines perfectionnées, à avancement rapide, ont remplacé les hommes pour ce travail dangereux et pénible. Ainsi, la voie ferrée, par l'amélioration de la qualité de sa géométrie et l'organisation de son contrôle systématique, est tout à la fois apte à la circulation de trains de marchandises lourds et de trains de voyageurs à grande vitesse. Révolutionnaire au XIXe siècle, le chemin de fer, du seul fait de ses atouts, guidage et automatisation de la circulation, utilisation économe d'une énergie non polluante, faible emprise au sol, reste un moyen de transport d'avenir qui, sur les lignes nouvelles, inaugure l'ère des vitesses terrestres de l'ordre de 300 km par heure. La voie ferrée, comment ça marche? On l'oublie trop souvent que le secret du chemin de fer réside, 1, dans la qualité, bien entendu, du matériel roulant, mais également, 2, dans la qualité de l'infrastructure, et que tous les efforts auxquels est soumis le matériel sont intégralement transmis à la voie ferrée, et donc à son ancrage sur sa sous-couche, sur son soubassement. Alors, petite explication. La voie ferrée, vous le savez, c'est l'essence même du chemin de fer. C'est essentiellement deux rails supportés par des traverses. En fait, vous allez le voir, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus technique. Nous avons pris comme exemple ici, dans l'atelier d'Alain Prat, où nous nous trouvons, une maquette qui reproduit fidèlement une coupe de la voie à l'échelle 1,5 du TGV. Petite explication. D'abord, les rails. 2 fils de rails, 60 km, mais vous voyez tout de suite que ces rails ne sont pas parallèles, mais sont inclinés à 1/20. C'est sur ces rails que roulent les roues métalliques. Et la conicité de ces roues n'est plus de 1/20, mais pour la grande vitesse, on s'est aperçu que pour le meilleur contact roue-rail et la stabilité, il fallait que la pente soit de 1/40. Un rail est composé, vous voyez, de 3 parties: le patin, l'âme et le champignon sur lequel roule la roue. Le rail repose sur des traverses, en fait on appelle ça des blochets en béton, par l'intermédiaire d'une semelle en caoutchouc de 9 mm d'épaisseur pour absorber les vibrations. Et le rail est fixé sur la traverse, disons le blochet en béton, non plus à l'aide de tire-fond que l'on vissait avant, mais vous voyez aujourd'hui à l'aide de crampons, ce qui est beaucoup plus facile à mettre et permet une grande automatisation de la pose. Pour maintenir l'écartement entre les deux rails, entre les deux blochets en béton, il y a à l'intérieur un profilé métallique, l'écartement étant de standard de 1,435 m. Ensuite, l'ensemble que vous voyez là repose non pas directement sur le sol, mais repose, et c'est là
le génie, le trait de génie du chemin de fer à ses débuts, mais repose sur une couche de ballast qui est de 35 cm d'épaisseur dans le cas du TGV. Mais attention, ce ballast n'est pas pris au hasard, il est composé d'un mélange de 2 types de pierres judicieusement choisis, car regardez bien, il faut que les pierres soient très anguleuses pour faire 2 choses. Un matelas pour l'amortissement au passage de la rame, mais 2, exercer un coefficient d'amortissement par les frottements des pierres les unes sur les autres. Et curieusement, aujourd'hui, les recherches qui sont menées sur la stabilité du ballast, sa durée de vie dans le temps et sa capacité à résister aux efforts que procure le matériel nécessitent des recherches de mécanique très poussées qui sont effectuées en liaison avec le département recherche de la SNCF à l'université de Montpellier. Et on s'est aperçu par exemple que sur le TGV Sud-Est, ce ballast vieillissait moins bien que prévu, autrement dit que les grains s'arrondissaient, s'émoussaient, et que de fait le ballast n'avait plus sa souplesse, son coefficient d'amortissement qui est nécessaire pour la grande vitesse. Comme quoi, vous voyez, eh bien, derrière une simple voie ferrée, il se cache beaucoup de science. Les joints éclissés, que l'on a longtemps cru indispensables pour permettre la dilatation des rails, ont disparu dans la voie moderne. Désormais, les rails sont soudés bout à bout sur de grandes longueurs. Ils ne peuvent donc ni se dilater ni se raccourcir, sauf vers leurs extrémités. De ce fait, ils sont le siège de contraintes thermiques de traction ou de compression. Les plus fortes tractions se produisent évidemment en hiver, et les plus fortes compressions en été, sous l'effet des radiations solaires. Ces contraintes restent cependant dans des limites admissibles si l'on prend la précaution de fixer les longs rails soudés sur les traverses à une température moyenne. En France, la fourchette de température imposée est de 20 degrés à 32 degrés. Il est évidemment essentiel qu'il ne se produise pas de glissement des rails sur les traverses qui elles-mêmes sont ancrées dans le ballast. Pour cela, il faut des attaches assurant un serrage efficace et qui se conserve longtemps. Les attaches classiques ne remplissent pas cette condition essentielle. C'est pourquoi la SNCF utilise des attaches doublement élastiques pour fixer les longs rails soudés. Elles sont malgré tout simples et peu onéreuses. Une lame en acier à ressort est placée entre le tire-fond et le patin du rail. La déformation élastique de cette lame est facilement mesurée près du bord du patin, et ceci permet de contrôler l'effort de serrage exercé sur le rail. En outre, une semelle en caoutchouc comportant de profondes cannelures est placée sous le patin du rail. Au passage des roues, l'ensemble bat élastiquement. Les vibrations sont amorties par la semelle cannelée et le contact entre l'attache et le patin reste constamment assuré. Bien plus, l'effort de serrage ne subit que de faibles variations et c'est pourquoi le relâchement est très lent. Certaines voies sur traverse en bois comportent des selles, notamment dans les courbes. La semelle en caoutchouc est alors placée entre le rail et la selle. Dans le cas du rail UIC 60 kg, la selle donne directement l'inclinaison du rail et les griffons comportent une lame inférieure reposant sur l'épaulement de cette selle. Pour les traverses en béton, l'attache élastique comporte une boucle qui prend appui dans une cuvette et une lame inférieure sur laquelle bute le patin du rail. Des boulons tire-fond, enduits de mastic et vissés dans des garnitures métalliques scellées dans la traverse,
assure le serrage dans le cas des traverses mixtes Vanieux ou des traverses en béton précontraint SNCF VW. Avec les traverses mixtes en béton SNCF RS, on utilise les mêmes crapauds élastiques. Mais des boulons spéciaux à tête marteau viennent prendre appui par rotation de 90 degrés dans les encoches de l'entretoise métallique. Ces différents types d'attaches sur traverse en béton peuvent être isolés électriquement par des dispositifs simples. Voyons maintenant comment sont réalisés les longs rails soudés. La sidérurgie fournit des éléments qui ne peuvent dépasser une quarantaine de mètres. Ceux-ci sont assemblés en deux temps. En atelier d'abord par soudage électrique, en voie ensuite par soudage aluminothermique. En atelier, les rails sont soumis dans des soudeuses automatiques à une série de contacts discontinus. Ces accostages successifs échauffent les abous par effet Joule. Une presse hydraulique réalise ensuite un serrage continu des abous. La pellicule d'oxyde en fusion qui s'est formée pendant les accostages est éliminée sous forme d'étincelles. Les deux extrémités des rails ainsi portées à la température de soudure sont finalement pressées l'une contre l'autre avec une force de l'ordre de 40 tonnes et se soudent par forgeage à chaud. Le bourrelet est ébarbé mécaniquement par des couteaux ayant le profil du rail. Après dressage du rail dans le plan vertical et dans le plan horizontal, meulage et surfaçage de la soudure, la barre, dont la longueur n'est limitée que par l'emplacement disponible dans l'atelier, 300 mètres environ, est ripée sur une rame spécialisée où elle est chargée en 2 ou 3 lits superposés, puis ensuite acheminée vers le lieu d'emploi. La pose des longs rails soudés n'est qu'une des opérations d'un chantier de renouvellement qui met souvent en œuvre des moyens mécaniques importants et s'exécute tout au long de l'année et parfois même la nuit. Lorsque la rame de long rail arrive en chantier, le conducteur transmet les ordres nécessaires aux mécaniciens par téléphone ou par radio. 2 barres sont déchargées simultanément. Chacune d'elles est amarrée à un câble dont l'autre extrémité est attachée à la voie. Elles sont guidées à leurs extrémités par 2 rouleaux à axe vertical et déposées sur les têtes des traverses au droit de leur emplacement futur. À partir de ces barres, on réalise ensuite par soudure aluminothermique en pleine voie des rails de longueur théoriquement illimitée. Les moules, préfabriqués en atelier, sont mis en place autour du joint, serrés, puis soigneusement rendus étanches. Le creuset est préparé, il reçoit le mélange d'oxyde de fer et de poudre d'aluminium, pendant que des brûleurs à butane réchauffent les extrémités.
La réaction aluminothermique est amorcée. Elle se poursuit par réduction de l'oxyde de fer par l'aluminium. Quand elle est achevée, le métal est coulé dans le moule. Après refroidissement et ébarbage grossier, la soudure est soigneusement meulée avec des meules portatives qui rétablissent, dans la zone soudée, le profil des rails adjacents. Nous avons vu que les longs rails soudés doivent être définitivement fixés alors qu'ils sont sans contrainte à une température comprise entre 20 degrés et 32 degrés. Pratiquement, on est conduit à effectuer une opération spéciale appelée libération des contraintes. Les conditions atmosphériques étant toujours aléatoires, on s'en affranchit en utilisant des appareils de chauffage artificiel qui fonctionnent au propane. Nous allons voir comment se déroulent les phases successives d'une libération de contraintes et de fixation à température correcte en employant ces appareils. Les rails ayant tout d'abord été fixés à une température quelconque, la libération des contraintes n'est entreprise que lorsque la voie est suffisamment stabilisée, c'est-à-dire pratiquement après quelques jours de circulation. La libération des longs rails commence évidemment par un desserrage général des attaches. Les détirefonneurs partent de chacune des extrémités et se dirigent vers le milieu de la barre. Au fur et à mesure de l'avance du détirefonnage, les rails sont levés et mis sur des rouleaux que l'on a préalablement disposés toutes les 8 traverses. Ainsi sont facilités les mouvements longitudinaux des longs rails et l'annulation de leurs contraintes. Quelques coups donnés par des masses en bois ou en cuivre éliminent les frottements du rail sur les rouleaux. La première phase du travail se termine par la rencontre des 2 groupes de détirefonneurs au milieu de la barre qui, à la température du moment, se trouve être sans contrainte. C'est alors qu'interviennent les groupes de réchauffage, comprenant 2 ensembles identiques. Chacun d'eux est composé d'un lorry porte-bouteille et de 2 traînards qui roulent sur les rails. Un petit moteur assure leur déplacement. Chaque traînard comporte 10 brûleurs en quinconce, dirigés obliquement vers le rail et recouverts d'une enveloppe demi-cylindrique en tôle inoxydable calorifugée. Le lorry supporte un bac à eau recevant 4 à 6 bouteilles de propane et permettant leur réchauffage éventuel au bain-marie par temps froid. On peut ainsi maintenir la pression d'alimentation normale des traînards lorsque les bouteilles sont vidées à plus de la moitié. Un dispositif de sécurité automatique complète l'appareillage. La pression d'alimentation des traînards est réglée à 1,5 kg par centimètre carré au moyen d'un mano détendeur. Les opérations préparatoires à la mise en route ne demandent pas plus d'1 minute. La vitesse de marche des groupes est déterminée en fonction de la température initiale du rail, de façon que chacune des 2 files soit portée à une température moyenne de 25 degrés. Si le rail est initialement à 12 degrés, la vitesse doit être de 11 mètres minute. L'opération de chauffage commence au milieu de la barre où le personnel se rassemble. Précédé des frappeurs, chaque ensemble se dirige vers les appareils de dilatation à la vitesse fixée. L'élévation de température voulue est toujours obtenue en une seule passe, ce qui est essentiel pour éviter toute hétérogénéité ultérieure des contraintes thermiques. La puissance des groupes a été étudiée dans ce but.
La température effectivement obtenue est contrôlée par la mesure de la dilatation du rail au moyen de repères placés tous les 50 mètres. S'il y a lieu, la vitesse d'avancement des groupes réchauffeurs est corrigée au fur et à mesure suivant un barème. Immédiatement derrière le groupe de chauffage, les rouleaux sont abaissés. Le rail retombe dans les entailles et est immédiatement retirfonné. Il faut environ 1h25 pour le chauffage et le retirfonnage d'une longueur de voie de 1000 mètres. L'opération se termine par le raccord des longs rails aux appareils de dilatation par soudure aluminothermique. La voie est désormais prête à affronter les températures les plus basses comme les plus élevées et les trains pourront circuler en toute sécurité.